Bonsoir à tous, c'est bienvenue dans la bande. Vous êtes de retour sur le plateau de BDLB. Nous sommes lundi, le premier jour de la semaine, et comme chaque lundi, comme nous l'avions annoncé, on va parler de sport. Et ce soir, on va revenir notamment sur la belle performance des handballeuses de Dembéa qui avaient été sacrées championnes des clubs d'Océanie. Ça s'est passé ce week-end en Australie. On va parler aussi de Georges Gopfenepej, l'international Kagou, qui est à un match d'une montée en Ligue 1. On parle de football et du championnat de France de Ligue 2. On sera avec lui par téléphone si on arrive à avoir une liaison téléphonique en fin d'émission. Et puis on aura aussi Prosper. Voilà, c'est la bande de ce soir. Prosper, on verra avec toi que quand la technologie est défaillante, ça peut porter à confusion la décision d'un arbitre. C'est ça, Jimmy. Effectivement, on abordera ce soir la vidéo dans le football et plus principalement la goal line technologie. Ok, Prosper, merci. Et puis on en parle un peu plus tout à l'heure. Ce soir, il sera question de sport, mais plus précisément du raid de Vaud. Ça s'est passé ce samedi à la commune de Vaud. Et quand technologie rime avec sport, on en parle aussi avec notre invité. Cela fait maintenant 2 ans que pour les raids de la province Nord, des dossards sont équipés de puces. Donc des dossards équipés de puces sont utilisés. Je vais y arriver. On va voir leur utilité avec Laure Papin, chef de projet sur les raids du Nord. Avant de parler du dossard qui n'est pas un dossard comme les autres, Laure Papin, comment ça s'est passé ce raid, un cadre et un temps idyllique? Oui, super. Comment ça s'est passé ce raid? Très bien. Bilan positif, c'est très bien passé. Effectivement, un temps idéal, pas trop chaud, un peu couvert. Et puis 520 participants sur la ligne de départ, donc on était complet. Donc très bien, bilan très positif. En tout cas, bonsoir quand même. Bonsoir. Et bienvenue et merci d'être avec nous. Freddy Chouin, donc vous êtes, je vais essayer de me retrouver, parce que vous avez quand même une étiquette assez longue, éducateur sportif en charge des activités physiques en pleine nature de la province Nord. Donc vous allez intervenir sur les grands raids de manière générale, donc les grands raids de la province Nord. Une petite question par rapport à ce samedi, pas trop de courbatures, pas trop de crampes, comment ça s'est passé? Oui, moi, vous ne parlez pas de moi, hein. Non, des concurrents. Moi je n'ai pas participé. Mais vous avez quand même prospecté le terrain. J'ai prospecté le terrain et puis j'ai déjà fait des raids, donc je sais que oui, on peut être sujet à crampes. Et un petit mot rapide sur la prospection du terrain. Le raid de Vaud, c'est quand même un raid qui a quand même la particularité d'être très convoité par les raiders du pays, mais c'est quand même un parcours difficile avec... oui, effectivement, il est difficile. Après, je dirais parce qu'il n'y a quand même pas d'ombre sur le parcours. Oui, il n'y a pas trop d'ombre, c'est vrai. Effectivement, pour ce cas-là, c'est pas le plus ombragé, ouais. Effectivement. Donc oui, il y a eu beaucoup de soleil, mais bon, comme il disait Laure tout à l'heure, il y avait la petite couverture nuageuse, donc ça a permis aux gens d'avoir un petit peu moins chaud que prévu, on va dire. Pas de blessés graves. Voilà. Pas de blessés graves, des blessures, mais pas de blessés graves. Ça fait partie de la guerre. Il y a un peu plus gros bobos aussi. Ça fait partie de la guerre de toute manière. Voilà. Laure Papin, 320 inscrits pour le mini-raid de 9 km, 200 sur le grand raid pour un parcours de 19 km, un total de 520 participants, si mes calculs sont bons. C'est ça. Normalement, 320 plus 200, ça doit être facile. Le raid de Vaud, c'est celui qui remporte toujours le plus de succès par rapport aux autres raids de la province Nord. Oui, c'est celui, on va dire, parce qu'on est quand même complet sur la majorité des raids du Nord, mais c'est celui qui est complet le plus rapidement, donc effectivement qui a un gros succès, parce qu'il touche un bassin de population où il y a du monde à Vaud. Et puis historiquement, c'est aussi les premiers à avoir organisé un raid dans le Nord. Donc c'est vrai que traditionnellement, c'est un raid qui plaît beaucoup. Je propose de regarder. Là, on voit les images derrière dans le samedi. placement, le raid du Vaud. Le raid de Vaud avec un parcours qui est assez, qui allie entre les dénivelés et les passages en rivière. Je vais peut-être laisser Freddy. Oui, il y avait pas mal de passages de petits criques, d'eau. Après, ça vient toujours à point après une bonne montée où on a eu bien chaud. Donc voilà, c'est un peu la richesse des raids de Vaud et puis des autres, quoi. C'est-à-dire de passer un petit peu partout et donc du coup de bénéficier de tout ce qui existe. La particularité de ce raid, je vais y arriver. Ce raid. Oui, de ce raid. Ouais, c'est peut-être le fait qu'il y avait vraiment une montée assez dure là dès le début et puis une descente assez pentue aussi sur la fin. Et là où on a eu un petit peu 2-3 incidents, on va dire, et 2-3 chutes parce que c'est du caillou et donc du coup ça roule un peu sous les pieds. Et puis il y a les gens aussi, là je vais m'adresser à tous les deux, il y a des gens aussi qui pensent que quand on parle de raid de Vaud, on va passer à côté du cœur de Vaud, alors que ce n'est pas du tout le cas. Pas forcément. Nous, c'est les syndicats d'initiative, les comités organisateurs qui font des propositions de parcours. Et donc, ça peut être le cas, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas.
Et puis, On essaye de renouveler tous les ans aussi. Et puis le cœur de veau à hauteur d'homme, il n'est pas visible. Ça, faut bien le dire aux Mais il monte Calédoniens. quand même. Ouais, s'il y a moyen de le voir un petit peu, Ouais. il y a moyen de le voir un petit peu, mais on peut aller montant, voir le ouais. lendemain aussi, hein, le dimanche, la journée est libre. Faudrait peut-être créer la boucle Ouais, au créer. pour aller faire un tour au raid de veau. On passe aux résultats. Voici les résultats donc, qui concernent le Grand Raid. Chez les hommes, eh bien, c'est Guillaume Bocas qui remporte donc qui boucle les 19 km en 2 heures, 1 minute et 37 secondes, suivi de Christopher Aléos en 2 heures, 1 minute et 54 secondes et Damien Bouteiller, 3e en 2 heures, 3 minutes et 16 secondes. Je m'excuse auprès de ces champions si j'ai écorché leur nom de famille. Du côté des filles, Axel Nardou l'emporte en 2 heures, 20 minutes et 6 secondes. Suzanne Irigoyen en 2 heures, 24 minutes et 9 secondes. Pauline Margeau en 2 heures, 37 minutes et 23 secondes. Voilà. Prosper, vous n'avez pas gagné cette course, ni le Grand Raid, ni le petit raid, parce que vous étiez sur une autre course. C'est ça. Un petit mot sur les raids de veau. Le raid je sais pas, qui donne envie de participer. Oh, j'aimerais bien découvrir celui de Yingen sur la côte Est, avec un joli cadre et tout, respirer l'air C'est frais vrai. de l'Est. C'est vrai que là, il a raison quand même. Ah oui, Le raid de c'est Yingen. ouais. Ouais. Un petit mot sur le raid de Yingen cette Oui, saison. ça sera à Werrap, et puis c'est Cliff là, qui est un excellent footballeur aussi. Qui est le genre de Yingen Sport, oui. Voilà, Ça, qui et qui court avec chapeaute un peu tout ça. des chaussures de crampons. Voilà, aussi. Voilà. Et là, Il a on- l'habitude. Ça arrive. Et là, comment ça va se passer au niveau du parcours? Parce que Prosper, il a envie d'aller faire un tour sur la poule, mais Ça sera même à à peu près marée les haute et mêmes, marée basse. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, ça sera à peu près les mêmes. De toute façon, on reste dans le cahier des charges. Donc là, ça sera les petits raids, c'est toujours aux alentours de 8 à 10 km. Et puis le grand raid. Si est motivé jusqu'au grand raid, Prosper, c'est jusqu'à 20 km. On verra. Donc voilà, 1 mètre de dénivelé à peu près. Attention, Prosper, au niveau dénivelé, il s'y connaît. Je propose maintenant qu'on passe à l'étape la plus importante de cette première partie de Bienvenue dans la Bonne. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure. Enfin, en tout cas, j'ai posé la petite problématique. Vous verrez que ce dossard n'est pas un dossard comme les autres. Quelle est la particularité de ce dossard? Alors ce dossard, si on le tourne, il est équipé d'une puce, de 2 puces même, pour être exact. Je propose de ne pas en dire trop parce qu'on va voir le D'accord. reportage juste après. Alors, Donc, c'est je un ne dossard dis rien. équipé par une puce et qui consiste à... Qui consiste à calculer automatiquement des temps, mais qui aura aussi un aspect très important dans la sécurité. On va Ok. le voir après. Ok, ben écoutez, voilà. C'est la puce qui se trouve là. Donc, qui permet justement à la machine d'effectuer, Voilà. de comptabiliser. C'est ça. Les coureurs passent sur un tapis au départ et à l'arrivée. Également, il y a un tapis intermédiaire au milieu du parcours. Et voilà, à chaque fois, ça va donner un temps précis. Je vous propose de voir D'accord. tout ça, de découvrir l'utilité de ce dossard. C'est un reportage signé Jérémy Gondin et Adrien Spinoza. Regardez. Samedi a eu lieu le raid de veau avec plus de 500 participants. Tous se sont élancés pour le mini ou pour le grand raid, avec sur le ventre un dossard équipé d'une puce à la pointe de la technologie. C'est le dossard qu'on distribue à chaque coureur. Donc ils sont équipés de 2 puces, qui sont des puces passives, qui sont lues par nos tapis. Donc on a un tapis au départ et à l'arrivée, qui sont juste là-bas. Et on a un tapis sur le CP2, qui est un tapis intermédiaire, qui nous permet de savoir exactement, en plus du pointage manuel qui est fait sur chaque CP, électroniquement on sait qui est passé et à quelle heure sur ce CP-là. Donc ça a double intérêt au niveau sportif, parce qu'on peut faire des classements intermédiaires, et au niveau de la sécurité, parce qu'on sait où sont nos coureurs. Un système de chronométrage au double intérêt que l'organisation des Raids du Nord utilise depuis maintenant 2 ans, permettant de répondre au mieux aux attentes des sportifs. Donc c'est après, on a dans notre tapis qui est posé au sol, sur lequel tous les coureurs vont passer, on a 8 antennes qui lissent ces 2 puces, donc on a très peu de chances de passer au travers en fait. C'est hyper fiable, au niveau des temps ça classe au millième de seconde, donc il n'y a plus du tout de source d'erreur. Enfin si on a bien programmé à l'avance, a priori il n'y a plus de source d'erreur. Donc non, c'est vraiment assez révolutionnaire pour nous par rapport au mode de fonctionnement qui existait avant. Une révolution qui a un coût, plus d'1 million de nos francs pacifiques, mais qui offre un taux de détection supérieur à 99,9%. Une technologie de chronométrage adaptée, utilisée dans toutes les plus grandes courses du monde. Toutes les grosses courses en métropole ou ailleurs, ils sont tous équipés de ça. Ça transmet à la valise qui est là, voilà, quels numéros sont passés, où ils sont passés, et surtout c'est relié par des câbles Ethernet à nos 2 ordinateurs qui sont là-bas.
au PC course. Et donc là, on sait exactement qui sera sur la ligne de départ, le nombre de coureurs qu'on va avoir et qui ça concerne. Donc voilà, 99,9% de comment on appelle ça, de viabilité. Comment vous faisiez avant? Alors avant, c'était autre chose, donc c'était tout manuel. Il y avait combien de bénévoles? On avait, alors en termes de bénévoles sur le parcours, c'est des bénévoles, donc ça changeait pas grand-chose, parce qu'on double quand même la machine avec des bénévoles, mais il y avait quand même plus de monde, et surtout à l'arrivée, il y avait plus de monde. Parce qu'il fallait noter chaque temps d'arrivée en regardant les dossards, en fait. Donc quand vous avez 10 ou 20 coureurs qui arrivent en même temps, il faut personne autour de vous pour vous déconcentrer dans le brouhaha de la course, etc. C'était beaucoup plus source d'erreurs que maintenant, effectivement. Et au niveau de la distance, je sais pas, il y avait le coureur pouvait être un peu comme les articles dans le magasin, pouvait être flashé, si je peux dire ça comme ça, à une certaine distance. Quelle est la distance Là, pour Koh-Lanta, il y a minimale environ 5 mètres autour du tapis où la puce est détectée. Ouais. Donc, même si le coureur passe un petit peu à côté du tapis, la puce va être détectée. Ouais. C'est une technique qui est utilisée dans toutes les grandes courses du monde. Oui, maintenant, alors sous des formes plus ou moins différentes, parce qu'il peut y avoir des puces qui peuvent être placées sur la basket, autour de la cheville. Après, ça dépend des marques, des systèmes de logiciels, etc. Mais oui, maintenant, toutes les grandes courses sont passées sur des chronométrages électroniques. Ok, parfait. Frédéric Chouin, pour la 18e édition cette année, l'objectif des raids, c'est de permettre à la population, aux participants, de découvrir la province Nord. Et est-ce que vous trouvez que ça porte ses fruits depuis ? Oui, bien sûr. Après, c'est la 18e édition. Alors, c'est l'objectif de la 18e, mais de toutes les autres aussi, avant de faire découvrir. La première chose, c'est de faire venir le sud vers le nord, on va dire. Donc, et ça, c'est un moyen vraiment sympa de le faire, quoi. Et sportivement parlant, c'est intéressant. Donc, du coup, oui, cet objectif, il est aussi resté pour la 18e édition. Mais après, il évolue avec d'autres points aussi sur lesquels on s'intéresse. Alors, quelle est la part des coureurs du Sud, notamment pour le Raid de Vaud? Là, on est à peu près à 50%. Là. On est à peu près à 50%. Et puis, j'allais dire, même sur le classement, sur le haut du classement, les gens de la province Nord se classent de mieux en mieux. Donc, c'est intéressant aussi. Et en plus, il y a possibilité de camping sur place. Toujours. À partir du vendredi soir, il y a camping sur place. Samedi soir, s'il y en a qui veulent rester après la course aussi, sont souvent les bienvenus à la tribu. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous avez fait un suivi dans ce sens-là, où il y a des coureurs qui reviennent dans une tribu où un raid s'est déroulé justement parce qu'ils ont été fascinés par le cadre, ils ont découvert ce cadre naturel ou ce coin de tribu par l'intermédiaire de ce raid. Est-ce que vous avez des retours où des personnes disent moi je suis retourné dans cette tribu parce que... Oui, tout à fait. On a eu quelques retours comme ça, comme les gens reviennent. C'est surtout que disons qu'on brise un petit peu les a priori. Les gens ne vont pas forcément facilement en tribu tout le temps. Donc là, c'est un moyen d'y aller et de coup de dire au moins je connais cet endroit. Il y a d'autres tribus aussi à côté, on en a vu d'autres, on reviendra. Et puis surtout, ils ont le dimanche aussi disponible. Donc du coup, ça permet aux gens d'aller visiter d'autres endroits le dimanche. On sait par contre que oui, les magasins, les hébergements autour font quasiment tous complets. Donc voilà, on sait que ça a un impact économique important. Et en plus, à l'arrivée de la course, il y a aussi un panier tressé avec des produits du terroir. C'est ça, tout à fait. Là, au niveau de la commune de Vaud, je pense que c'était des anguilles, c'est ça? Ouais, c'est presque. Non, il n'y avait pas d'anguilles. Au niveau du repas. Ah, pardon, je croyais dans les paniers. Non, ça c'est difficile. Oui, au niveau du repas, non, je crois que j'ai pas vu d'anguilles, mais j'ai vu des bougnats, mais j'ai pas vu d'anguilles. Qu'est-ce qu'il y avait dans le panier alors? Il y avait principalement fruits, légumes, plantes aussi. Voilà, tout ce que les tribus ont à proximité et puis que les gens apprécient de ramener chez eux surtout. Donc, Est-ce que vous pouvez nous parler du partenariat qui existe entre l'organisation, mais les tribus aussi qui accueillent l'événement? Comment ça se passe? Alors c'est des associations principalement, donc ça marche avec un système de subvention. Donc les associations, ça devient le comité d'accueil, parce que c'est eux qui connaissent bien le lieu, et c'est eux aussi qui ont la force humaine, on va dire, pour rassembler beaucoup de gens, parce qu'ils font quand même beaucoup de bénévoles. On a dit à peu près une trentaine, on va dire 30-40 bénévoles, plus tous les gens qui se mettent à la cuisine avant, plus les mamans qui vont tresser avant, donc ça fait... Et ça, il faut une force humaine assez conséquente, donc c'est pour ça qu'on passe aussi par les tribus. On revient à notre dossard. Ok, ça fonctionne à 99,9%, il reste quand même 1% de marge d'erreur. Est-ce que vous avez déjà connu des problèmes techniques liés
Oui, alors les à problèmes l'enregistrement des coureurs? techniques, c'est nous, c'est ce qu'on conseille aux raiders sur les courses, c'est par exemple souvent lié à un coureur qui va tremper son dossard dans la rivière quand il y a D'accord. de l'eau, ou alors des sangles de sac à dos qui vont passer par-dessus. Donc c'est pour ça que quand même à l'arrivée, il y a une double vérification par l'organisation. On vérifie quand même que toutes les puces sont bien libres par le tapis d'arrivée. Et si c'est pas le cas, on fait repasser le coureur sur le tapis. Ça fait plus de kilomètres à parcourir encore pour le Ouais, coureur. c'est pas beaucoup, on s'en rend compte vite. Mais c'est très très rare par rapport au système qui existait avant. Parce que les défaillances techniques, Prosper, il a quand même une petite série à nous proposer. C'est ça, oui. On pense bien souvent que la technologie, elle est 100% fiable. Et pourtant, et avant de vous en dire plus, je vous propose de regarder cette vidéo donc, qui va vous montrer que la technologie, si elle arrive comme ici dans le football, c'est pour éviter certaines injustices. Donc là, on peut le voir, c'est Kaka, de l'équipe du Brésil, Oui, c'est et juste le nom du après joueur. Franck Lampard. Donc eux, ils peuvent en témoigner justement de ces ratés quand il n'y a pas la technologie. Ok. Ça, Donc, à ce moment-là, c'est quand il n'y avait pas la goal line technologie. c'est ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des buts qui sont refusés alors que justement qu'ils étaient valables. On était rendu. Voilà. Parce que l'arbitre n'avait pas droit à consulter la À vidéo. l'époque, non. À l'époque, non. voilà. Là, c'était en 2012. C'était pendant les matchs de la Coupe du Monde. Coupe du Monde. Voilà. Et donc, du coup, la goal line technologie n'existait pas encore. Et voilà, suite à plusieurs polémiques d'arbitrage sur ces buts, fameux buts fantômes, la FIFA a décidé justement d'instaurer la goal line technologie. Donc, c'est un outil qui doit aider l'arbitre à prendre une décision quasi incontestable. Et donc, en quoi ça consiste? La goal line technologie, en fait, grossièrement, c'est des capteurs et des caméras qui sont installés tout autour du but. Et dès que le ballon franchit la ligne de but, la montre de l'arbitre central, normalement, doit vibrer et afficher un message pour indiquer qu'un but vient d'être marqué. D'accord. Voilà. Ok. Et Donc, la goal line technologie, elle résout des problèmes, mais elle en crée aussi d'autres à côté. Donc, on voulait en fait, on ne se rend pas compte, mais voilà. derrière, voilà, à force d'utiliser, justement, ça permet de tester d'autres facettes du dispositif. Et donc, du coup, dans un autre registre, elle a montré une faille. Donc, ça se passe dans le championnat français, en Ligue 1. Donc, le match, c'était le match de Bordeaux contre Rennes, comptant pour la 23e journée de Ligue 1. Donc, en février dernier, la couleur du maillot du gardien de Bordeaux a fait bugger le dispositif. Donc, en fait, voilà, c'est une tête d'un défenseur. Le gardien, en fait, met un pied à l'intérieur de la cage. Ok. Et en fait, du coup, ça a permis de déclencher le dispositif. Et donc, du coup, l'arbitre a reçu un message comme quoi un but venait d'être marqué alors que ce n'était pas le cas. Et en fait, en vérifiant le paramètre du système, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'un des paramètres et des facteurs, c'était la couleur jaune. En fait, le ballon utilisé à l'époque pendant la saison, c'était un ballon de couleur jaune. Et donc, du coup, en fait, automatiquement, quand la couleur jaune franchissait la ligne de but, automatiquement, ça déclenchait. Et là, le gardien, il était jaune. C'est ça, il était jaune, et Carrasco. Mais du coup, le but, il a été validé. Non, justement, parce qu'en fait, du coup, l'arbitre n'était pas très loin. Donc, du coup, il a pu voir que le ballon, il l'avait dans les mains. Donc, il a les tout de pieds- suite capté que c'était c'est dû ça. à une défaillance du système de C'est la ça. goal line technologie. Comme quoi. Une petite réaction par rapport à la technologie qui fait de plus en plus sa place dans le football, parce que là, on voit dans le football, mais c'était déjà utilisé dans le rugby, notamment dans le tennis. Mais là, on voit que c'est très important, surtout pour le tennis, avec des matchs qui peuvent aller à 280 km/h parfois pour Nadal et Federer. Une petite réaction par rapport à ça? Ouais, Sport et technologie. Oui, c'est vrai que je pense que ça évite toute contestation, effectivement. Mais bon, l'informatique n'est pas infaillible, effectivement. Donc c'est bien d'avoir une double vérification humaine. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que dans le sport, effectivement, c'est nécessaire, surtout sur les grosses compétitions. Ouais. Vous êtes pour? Moi, je suis pour, oui, relativement pour, oui, parce que quand même, ça évite certains conflits, quoi. Maintenant, nous, on a eu le cas aussi sur les raids. Je me rappelle qu'il y a deux filles qui sont arrivées à ex-aequo, et c'est la machine qui a décidé pour les deux, parce qu'à l'œil nu, je pense qu'on n'aurait pas été capable de voir. Bon, ben voilà, quoi, on en est. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord parce que cette technologie, ça marque la différence entre le sport de haut niveau et le sport amateur. Et puis le football amateur, comme en l'occurrence ici en Nouvelle-Calédonie, et Dieu sait combien on aurait besoin de la goal line technologie. Peut-être un appel au directeur général et éditorial de Calédonia. Voilà. Donc les amateurs, il y en a qui sont contre justement que la goal line, que la technologie prenne place dans le sport. Après, nous, sur les raids... Est-ce qu'il y a débat ou pas?
Oui, sur certains sports, il y a peut-être débat. Nous, sur les raids, c'est important d'un point de vue sportif pour effectivement, comme disait Freddy, quand on a des ex-aequo, on ne discute plus, il n'y a plus de contestation possible puisque le résultat est établi au millième de seconde. Mais aussi d'un point de vue sécurité, ça devient maintenant essentiel pour nous puisque ça nous permet aussi de situer les coureurs sur le parcours, savoir si tout le monde est bien rentré. Et c'est quelque chose quand même qui apporte un confort et au point de vue sportif et au point de vue sécurité et qui permet d'apporter une fiabilité qui est beaucoup plus importante que ce qu'on avait avant quand même. Donc je pense que dans les raids, en tout cas, on aurait du mal à s'en passer. Après, les autres sports... Je vous vois hocher de la tête. Non, j'allais dire, à part pour certains, comme ce week-end, qui décident de rentrer à l'hôtel après le passage au deuxième point de secours. Donc du coup, vous étiez en train d'attendre. Il faut qu'on les appelle parce qu'on est en train d'attendre. Donc voilà. Ça fait combien de temps? C'est une personne, mais bon, ça prend un peu de temps. Et du coup, c'est le genre de choses qu'il faut qu'on rappelle parce que c'est vrai que ça fait quand même défaillance. Ah, ça fait sacrée défaillance au niveau du timing pour les organisateurs notamment. Vous avez attendu jusqu'à quelle heure? Non, ça s'est fait rapidement. Parce que voilà, on s'inquiète, on va dire, rapidement. Donc après... Et puis l'équipe Challenge Organisation, ils ont bien l'habitude, donc ils ont vite rebondi. Mais elle n'a pas été flashée sur la route, non? Et elle n'a pas été flashée sur la route, ça nous aurait aidé. Je vous propose que l'on fasse une petite pause. On marque une courte pause et on se retrouve après avec l'entraîneur de l'équipe de Dimbéa, championne d'Océanie. Il réagit depuis Melbourne. A tout de suite. Don't want to be going there. Hiya. Oasis of calm in here. Mad out there. Gorgeous day for it, though, isn't it? We've been here before. I like your hat. Busy? Hello? Oh. Having a bad day? No. Oh. Not till I showed up, eh? Look like a rabbit caught in the headlights. I won't bite. Don't worry, I'm going now. Have a good day. Stay happy. I ain't need nothing. Honest governor. Beep, 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 beep. No, come on. That's just weird. Oh no, I didn't even get a chance to say goodbye. Voilà, un film Be Happy à retrouver demain soir à 21h. C'est votre soirée cinéma que vous propose Calédonia. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de BDLB. Bienvenue dans la bande à tous ceux qui viennent de nous rejoindre avec nos invités. Laure Papin, chef de projet sur les Raids du Nord. Freddy Chouin, éducateur sportif en charge des activités physiques en pleine nature de la province Nord. On parle bien évidemment des raids de la province Nord et on revient notamment sur le raid de Vaud. Ça s'est déroulé ce week-end, ce samedi, à la commune de Vaud. Mais l'actualité sportive, c'est aussi la belle victoire des joueuses de handball de l'équipe de Dimbéa. C'est dans la rubrique Ça gère, juste après le jingle.
Et oui, ça gère. Elles ont été sacrées championnes des clubs d'Océanie. Donc, après leur victoire en finale face au club australien de Melbourne, 27-26, le tournoi a eu lieu en Australie. Il a rassemblé des équipes néo-zélandaises et australiennes. Nous sommes avec l'entraîneur de l'AS d'Ambert, Albert Chambonnier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, coach. Alors, j'imagine que vous devez être soulagé après cette victoire. Oui, soulagé, mais surtout heureux que ce soit terminé, que ce soit bien terminé. Et donc, parlez-nous un peu, comment ça s'est déroulé ce tournoi? Ça s'est déroulé sur 3 jours. 3 jours, en comptant les... Non, 4 jours, en comptant les demi-finales, finales. Et voilà, quoi. On a rencontré 3 équipes dans les phases de poule. Et après, dans demi-finale, finale. Qu'en est-il un peu du niveau australien et néo-zélandais? Eh bien, écoutez, l'équipe qu'on a battue, c'était l'équipe qui gagnait tous les tournois ces dernières années. Donc, vous pouvez comprendre l'étonnement de chaque joueur ici pour la jeune équipe remodelée qu'on a pu déplacer. Oh, vous m'avez l'air bien fatigué là. Vous avez, je pense, eu une très longue soirée après la finale. J'ai connu un Albert Chambonnier beaucoup plus bavard que ça. Donc du coup, quelle sera l'activité du club là, au retour ici au pays? On finit notre championnat. C'est la dernière journée, le week-end là, qui vient. Puis écoutez, un bon repos pour tout le monde, quoi. Parce que là, bon, avec la préparation physique qu'on a eu avant ce déplacement, je pense que tout le monde a besoin de partir un peu en vacances. En tout cas, profitez bien, savourez bien des vacances avant la reprise du championnat ici au pays. Vous rentrez demain en Nouvelle-Calédonie. Merci Albert Chambonnier d'avoir bien répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes à Melbourne, en Australie. Merci d'avoir sollicité notre appel. Une petite réaction, mes chers invités, face à cet exploit qu'on vient d'entendre, l'entraîneur de l'équipe de handball de l'AS d'Ambert. Ils ont battu une équipe australienne, ils sont championnes d'Océanie. Félicitations aux filles, c'est bien, belle performance effectivement. Mais pareil, j'avais suivi un petit peu, j'ai vu que c'était vraiment une belle performance. Il n'y a pas longtemps, il y avait le water polo aussi, les filles qui avaient gazé aussi, donc ça va bien. Le sport féminin est en place. Voilà, et puis surtout le handball, parce qu'il est considéré un peu comme étant le parent pauvre des disciplines sportives ici dans le Pacifique. Une petite réaction, Prosper, je ne vais pas te laisser Non, comme ça. C'est bien. Je sais que tu es un fan de handball. Ah, pas du tout. Je suis pas trop fan des. Je suis plus jeu balle au pied plutôt que. Tu connais le proverbe, jeu de main, jeu de vilain. Donc. On continue avec l'actualité. Samedi s'est déroulée la finale du championnat de Calédonie de l'image sous-marine. Et à l'issue du classement final, c'est Preos Bastien qui remporte le titre de champion 2007, champion de Calédonie 2007. Il remporte dans 2017, il remporte donc ce championnat avec ces images, ces photos que vous voyez passer à l'écran. Ce sont des photos qui n'ont pas été retouchées après avoir été prises. Le principe de ce concours, c'est qu'une fois qu'ils ont réalisé la photo et une fois qu'ils sont à la surface, la carte est immédiatement donnée à l'inspecteur et aux membres du jury, justement pour donner le nombre de points. Et c'est le nombre de points totalisés tout au long du championnat qui s'est déroulé tout au long de l'année qui, justement, nomme le nom du champion. Je vous propose d'écouter le champion 2017. Écoutez. C'était pas gagné du tout d'avance parce que là, il y avait d'autres participants qui étaient devant moi au classement intermédiaire. Et notamment Sylvain, qui est quand même un bon photographe et qui, pendant toute l'année, a fait preuve de ses qualités de photographe sur beaucoup de photos, et c'était des conditions, en tout cas moi je ne trouvais pas évidentes aujourd'hui, donc le résultat n'était pas du tout couru d'avance, donc on était vraiment là un peu dans l'attente, donc oui, satisfait. Puis les championnats de France c'est un objectif aussi, donc Voilà, Bastien Preus que vous retrouverez dans l'émission Entre Terre et Mer qui aura lieu ce samedi
à 19h20. Donc, il va reprendre le pays. Il va représenter le pays au prochain championnat de France de l'image sous-marine. L'an dernier, il avait terminé 8e du classement général. Est-ce que vous faites des photos pour mémoriser les plus beaux moments des raids de la course? On fait des photos, souvent on a un photographe, parce que nous on n'a pas le temps, on est dans l'organisation, donc on a un photographe sur place qui fait des photos. Et oui, qu'on diffuse sur Facebook, sur la page notamment du Grand Prix des raids de la province Nord. Oui, voilà, c'est un système qui permet d'avoir accès à ces photos. Et en général, le photographe ne loupe pas un concurrent, donc du coup, ça permet à chaque concurrent de voir sa photo de façon gratuite, parce qu'il y a des épreuves où il faut tout de suite payer, on l'a en tout petit format, et puis il faut payer pour l'avoir en grand format. On l'a mis à la gratuité, bon, après, c'est un coût pour la province. Mais... Et quelles sont les perspectives maintenant? Je vais profiter de votre présence ici sur le plateau. Le prochain raid, ça sera à Kawa. Quelle sera la perspective? Quelles sont les perspectives des raids de la province Nord, aussi bien cette année, mais aussi pour les saisons prochaines? Oui. Alors, le prochain raid, c'est Canala, Jimmy. Canala, Kawa, c'était le premier. C'était le premier raid, celui qui a ouvert la 18e édition. C'est pas pour te reprendre, édition. c'est juste pour pas que les gens y retournent à Kawa au mois prochain. Et puis, donc, du coup, les perspectives, on est plus, de toute façon, pour cette année, et les 2 dernières années, on va dire, c'est l'aspect environnemental. L'aspect technologique, on l'a à peu près réglé, on va dire, hein, sauf le 0,1%. Et après, le reste, on est sur l'environnemental, donc c'est-à-dire le tri des déchets. Ça veut dire ne pas en amener aussi des déchets sur place. Donc pour ça, on ne travaille plus avec des canettes ou des bouteilles. On fait des mélanges avec des sirops faits par des mamans d'ici, etc. Donc c'est tout ça qui nous importe. C'est-à-dire que c'est l'impact aussi sur l'environnement que peut avoir 500 concurrents ou 520 concurrents lors d'un raid, quoi. Donc voilà, pour c'est une logique aussi, on est dans les sports nature, donc bon voilà, la logique c'est de la respecter. Et en matière de logistique, comment ça se passe pour respecter justement ces critères de... Nous, on essaye de travailler en amont avec la tribu qui accueille, en respectant bien sûr le cahier des charges de la province Nord et de les sensibiliser. Donc il y a un certain nombre de critères, on évite la vaisselle jetable. Donc tout ça, on le communique 2 mois, 1 mois et demi, entre 1 mois et demi et 2 mois en amont aux tribus qui accueillent. Et donc après, charge à elle de respecter au maximum ce cahier des charges. Après, effectivement, la province fournit un certain nombre d'outils aussi, des savons qui sont naturels, des poubelles de tri, des choses comme ça. Donc tout le monde travaille vraiment ensemble pour essayer d'être au plus proche. Ce badge-là, est-ce qu'il est biodégradable? Alors ça, non, c'est encore compliqué, les puces, effectivement. Non, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour éviter justement au maximum, nous, on les récupère. Donc à la fin de chaque raid, chaque coureur remet son dossard. Donc il passe la ligne d'arrivée, il voit son temps, son résultat. Et puis on a des bénévoles qui récupèrent le dossard. Et ces dossards, ils sont réutilisés. Au minimum, ils font 3 courses. Donc c'est quand même une durée de vie qui n'est pas négligeable non plus pour un dossard. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'organisation des raids de la province Nord? Alors moi, personnellement, ça fait 3 ans. Okay. Mais Challenge Organisation, la boîte que je représente, ça fait plusieurs années, Freddy, je sais plus. Oui, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Depuis la création, voilà, vous avez commencé avec les raids qui ne portaient pas les raids de la province Nord, mais c'était les raids de... C'est le raid de Vaud, en fait, qui avait débuté. Il y avait un an. Okay. Vous, ça fait combien de temps? Moi, ça fait que 3 ans aussi. J'avais là presque 4, on va dire. Voilà. Ça va, vous avez assez de bouteilles pour qu'on puisse vous proposer un petit quiz, tester vos connaissances sur... voilà, il n'y a pas le buzz, mais en tout cas, on va passer au quiz. Donc, c'est la partie du bienvenue dans la bande où on vous laisse l'opportunité de pouvoir rigoler. Donc, c'est une petite porte ouverte à la rigolade, tout en restant sérieux, en donnant quand même des informations. Et pour cela, je vous laisse entre les mains de Prosper. C'est ça, donc du coup, effectivement, vu que vous êtes dans l'organisation, on va voir si vous connaissez sur le bout des doigts les différents raids de la province Nord. Un petit jingle, Prosper, quand même. Oui, bien sûr, Jimmy. Ça, des quiz. Vas-y, Prosper. Donc du coup, voilà, j'ai préparé 2 questions et j'espère vous piéger sur l'une d'entre elles. Avant toute chose... Comme ça, c'est fait. Le fair play, il est annoncé. J'espère que vous allez tomber dans mais avant toute chose, si vous pouvez expliquer un peu le terme dénivelé. Qu'est-ce qu'un dénivelé? Ah ouais, bonne question. Je réponds ou tu réponds? Allez, dénivelé, il y a 2 choses. Le dénivelé et le cumulé positif, surtout. En fait, c'est le cumul du nombre de mètres qu'on a. Un peu plus démocratique le discours, s'il vous plaît, parce que là, le cumul est positif. Cumul, on va dire, il y a eu 1 mètre sur une côte, il y a eu 2 mètres sur une autre côte, il y a eu 3 mètres sur une autre, on additionne le tout et on a le dénivelé positif. Ok, ça fait 6 mètres. 6 mètres de 3, dénivelé. 4, 5, 6, exact.
Ok, super. Non, je vous demande ça parce que là, du coup, en fait, ça, c'était pas la première question. C'était juste pour avoir un éclaircissement sur le terme dénivelé. Et là, du coup, la première question, c'est parmi les 3 premiers grands raids de l'année en province Nord, quel tracé a le plus de dénivelé, justement? Vous avez 3 réponses et vous avez 10 secondes pour répondre. Donc, Là, vous avez les propositions. Vous avez les réponses. Vous Là, avez des juste propositions. Alors, Donc, A, Kwawa, B, Kwawa, Vo Kanala. ou C, Kanala. Et qui est-ce qui a eu le plus de... Ah c'est Kwawa Ah. en premier, je pense. ah. Je dirais Kwawa en T'es premier. méchant, Et vous, là? Moi, je dirais Vaux. Et non, Moi, c'est je dirais Freddy Kwawa. qui- Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai oublié. Non, tu n'as Non, pas mais le ok, droit. non, vous le dire tout de suite. Bon, il faut savoir pour ma défense que je ne fais pas les parcours. Ah, d'accord. Oui, effectivement, donc il s'agit bien de Kwawa avec 1130 mètres de dénivelé. Après, arrive en deuxième position Vo, 1000 mètres, et Kanala, 725 mètres. Ça, c'est pour les 3 quand même, premières courses. Après, le reste, ça va venir, on saura. Ça va remonter après. C'est ça. Ça remonte. Dénivelé positif. Dénivelé positif. Dénivelé positif. Donc, on continue. Donc, dans quelle commune peut-on voir le morceau de paysage qui est extrait là, que vous allez voir à l'écran, et qui accueillera l'un des plus grands raids de la province Nord? Vous avez 10 secondes Wailou, pareil. Kalagomen ou Yengen. Il vous reste 4 secondes pour réfléchir et puis Yengen. pour donner Ouais, une c'est réponse. Yengen, c'est Ouais, bien. Une seconde. Yengen. Top, c'est terminé. Prosper. C'est Et- top. Vous avez- Yengen. Ouais, Effectivement, c'est Yengen. ça, c'est bien Yagen. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie C'est les roches Les roches caractéristiques. noires, Très caractéristique, c'est ça. Et donc, il me semble que la course se déroule le samedi 12 mai. fait un 12 parcours. août, pardon. Non 12 août. 12 août, ouais. Ouais, c'est ça. Demander C'est à, ça. C'est à ça. Freddy, c'est lui qui s'occupe C'est du ça, planning. C'est ça. C'est ça, et ça sera à Ouérap, comme j'ai dit tout à l'heure. La tribu de Werrap, ouais. à la C'est tribu de c'est Werrap. une tribu qui est située. Donc le parcours, il va se faire plus en profondeur de la commune, donc plus vers Voilà, les hauteurs, c'est plus ça, dans c'est ça. le centre de Ouais, Yengen. souvent c'est le cas quand même. On essaye d'aller un petit peu au fond des vallées, Oui. se rapprocher un peu de la chaîne. Et là, en matière de dénivelé, Ouh là, il y a aussi, je crois qu'il y a Ah plus oui. de 1000 mètres aussi sur celui-là aussi. Combien Ouais, il y a plus de 1000 mètres de dénivelé. Prosper, il s'est inscrit déjà. ouais, de dénivelé, c'est expert en la matière. c'est parfait. T'as encore une question, Prosper Non, j'en avais que 2. Donc du coup, ben, on va conclure. Bon, ça fait 2 partout, On il n'y est avait pas que mal, 2 ça. questions. 2 Ah, partout. Je suis bon en calcul mental. C'est bien. Donc prochain rendez-vous pour les Calédoniens qui nous regardent et qui ont déjà envie de s'inscrire pour les raids de la province Nord, parce que le raid de Vaud, les dates d'inscription étaient clôturées 2 semaines. C'est ça. Voilà. Alors pour des raisons de sécurité puis d'organisation aussi, tout simplement, on clôture à 520 participants exactement. Ça, c'est comme ça pour chaque. Pour tous les dans raids chaque du raid. Nord, ouais. Ok. Pour tous les 520, raids du c'est la Nord. marge. Ok. Donc les gens ont la possibilité de s'inscrire jusqu'au mercredi avant chaque course, sauf si bien sûr c'est complet avant. Donc voilà, pour vous, ça avait été complet avant. Freddy Chop, pourquoi on n'augmente pas le nombre de participants vu l'engouement que. Ouais, que c'est ça un, attise c'est un coût quand même. Genre, puis on avait des partenaires donc du coup qui nous donnaient aussi, par exemple pour les boissons, qui nous donnaient un certain nombre de boissons. Bah, si nous on ouvre à plus de gens, bah, faut qu'on demande tous, faut que tout le monde suive en fait quoi. Et y compris la province financièrement parce que Et pourquoi tout le monde ne suivrait pas Ben parce que des fois on a un peu de restrictions budgétaires, donc du coup tout le monde est un peu touché, donc voilà. Disons que le coureur, pour que l'accessibilité soit la plus large, l'inscription n'est pas très chère. Je veux dire, pour la somme de 4 000 francs, vous avez quand même... On rappelle les prix Pardon ? On rappelle les prix d'inscription Oui, c'est 4 000 francs le prix de l'inscription, que ce soit pour le petit ou pour le grand. Après, pour les mineurs, c'est un petit peu moins cher. Juste pour revenir à ma question précédente, vous regrettez un peu qu'on ne puisse pas augmenter le nombre de participants faute de budget? J'allais dire pas vraiment parce qu'en même temps on les limite, mais c'est peut-être le seul raid où on pourrait augmenter de 30-40 personnes. C'est ce qu'il y a eu peut-être comme refus, ça a été à Vaud. Sinon pour le reste, on essaye d'être au plus proche du chiffre qui semble correspondre de toute façon au maximum. Donc plutôt que de rater et de faire 20 personnes qui vont pas être satisfaites parce qu'il n'y a pas eu assez à manger, qu'on n'a pas su le prévoir, etc. On sait bien à l'avance qu'il y a un chiffre qui est établi. Voilà, quitte à décevoir 20 personnes, voilà, on assume. Pardon, les personnes justement qui sont recalées pour cette édition, par exemple, elles sont prioritaires pour l'année prochaine ou comment ça se passe? Pas du tout, on n'a pas de Tu reprends système ton de ticket, tu fais la queue et tu D'accord. postules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mois d'avril, il y a la possibilité de s'inscrire sur tous les raids du Nord. Donc voilà, si vous y prenez maintenant, vous pouvez déjà vous inscrire sur le raid de Yengen ou de Wailou. Donc si on s'y prend un peu à l'avance, il y a quand même possibilité de participer. Voilà. Et Le puis, message est donné. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas, c'est sur iticket.nc pour les inscriptions ou à Licorne Sport à Magenta pour ceux qui sont dans le sud. Vite fait, prochaine date pour le prochain raid. Et On a après, on dit se dit c'était au quoi la revoir. prochaine date? Le prochain, c'est Canala et C'est à c'est le Canala. 17 juillet. 17 17 juillet. juillet, ça, Voilà, on a pour dit. ceux qui veulent 17 participer, juillet.
N'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. 4 000 Vous pouvez vous francs. inscrire dès maintenant. Voilà, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 4 000 francs les frais d'inscription. On arrive au terme de cette émission. Merci aux deux raiders d'avoir accepté l'invitation. Et puis bon Merci, courage Jimmy. pour la suite de l'organisation. On se donne rendez-vous à Canala. Avec Merci. plaisir. Merci en tout cas. Jimmy. Prosper, merci. Merci. Et puis Jimmy. nous, on Merci. se retrouve demain pour un autre BDLB qui sera consacré à la santé avec le docteur Pascal Mena-Domingue. Merci à tous. Bonne soirée. À demain.